Et les drôles de dames nous rejoignent. Daniele Manoussia est là. Daniele, bonsoir. Bonsoir à tous. Paulo Breitner est là. Salut Paulo. Bonsoir Gilbert, bonsoir tout le monde. Et Edgar Grollo, évidemment en Espagne. Salut Edgar. Salut Gilbert, salut tout le monde. On va parler de Yamal tout à l'heure, qui a été exceptionnel aujourd'hui, même si le Barça n'a pas gagné. Il s'est passé plein de choses sur tous les terrains. Et évidemment, les drôles de dames sont là pour ça. Mais Daniel, démarrons parce que ce qui se dit en Italie concernant l'Atalanta, tu nous as expliqué, à juste titre, que c'était une équipe qui était en pleine difficulté. Il y avait les problèmes avec Lookman. D'ailleurs, il y en a encore, parce que vu la sortie de Lookman ce soir... C'est incroyable image, Oui. l'engueulade avec Juric. On a parlé surtout de ça. On a parlé surtout Ah oui de est-ce qu'on est surpris de la victoire quand même, ou on dit c'est une performance inattendue ou pas? C'est pas totalement inattendu, mais c'est de très loin la meilleure performance de l'Atalanta dans la saison. C'est-à-dire elle avait joué comme ça un quart d'heure, une demi-heure ou mi-temps par-ci par-là, mais elle ne gagnait pas depuis 6 matchs. Un championnat, elle est loin de ses ambitions. Et là, on commençait à dire que Juric, il avait ces matchs-là et les prochains matchs en championnat. Je crois que c'est contre Sassuolo que si il n'allait était pas près de gagner la ces porte. deux matchs, pas forcément près de la porte, mais il y avait une discussion. Ça commençait à Une y avoir discussion sur le pas de la porte. Oui, peut-être. La porte pour les entraîneurs, elle est toujours plus proche de ce qu'on pense. Mais cette performance-là, elle est inattendue parce que vraiment toute l'équipe elle a très bien joué, c'est-à-dire tout a marché, même les joueurs qui sont rentrés du banc. Samardzic, il avait bien joué en début de saison quand il devait jouer à la place de Ketelaere. Après, quand il est retourné sur les bancs, il était sorti, il était mauvais quand il rentrait. Et là, vous avez vu le bout qu'il a mis. Tout a marché même sur les plans du jeu, c'est-à-dire on a revu un peu l'Atalanta de Gasperini, les jeux en diagonale, les marquages individuels qu'ils ont vraiment fait, jouer mal même le Marseille. Moi je pense que vous avez été un peu dur contre Marseille parce que c'était un match vraiment très difficile. Moi j'ai vu un Greenwood qui, moi je pense que c'était un niveau au-dessous même des joueurs de l'Atalanta, mais c'était un contexte difficile. À Nord, d'ailleurs, qu'il a marqué, il est très jeune, il a 16 ans. Il a fait un superbe match, mais de voir un défenseur de 16 ans en Champions League, à Marseille, dans la surface de réparation adverse, en essayant de mettre des buts, franchement, ça fait du bien au football italien. Bon, bravo l'Atalanta, et on verra jusqu'où ils vont aller, puisque peut-être que ça va les relancer. Bon, Lookman, tu penses que là, va y avoir point de non-retour et qu'il va essayer à nouveau de partir cet hiver? Parce qu'en fait, il voulait partir, c'était ça l'histoire, évidemment. Oui, ça fait 2 ans qu'il veut partir. L'année dernière, il lui avait promis, mais après, ils ont laissé partir Retegui parce qu'ils ont offert trop d'argent. Là, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils lui ont dit pour le faire revenir à s'entraîner, et j'avais l'impression, moi, qu'il rentrait aussi d'un bon moral. Et là, il avait fait un bon match. Et je ne sais pas, parce que c'est un joueur avec un petit caractère, mais Juric, on l'a vu, il a un caractère encore plus grand. Lui, quand il était à Turin, il y avait une vidéo tournée d'ailleurs par un joueur de Turin où il a presque frappé le directeur sportif. Là, on a vu, tout le monde a vu qu'il a pris Lookman par les bras et il a poussé d'un mètre. Lookman, il a regardé, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est un entraîneur qui peut être violent avec ses mains, donc voilà, c'est pas ce qui va se passer. Voilà pour Lookman et l'Atalanta. Certains le voulaient au PSG à un moment, Lookman. Oui, Caractère à gérer. C'était pas cet été, c'était l'été d'avant. Oui, c'est un super joueur, mais quand il n'est pas content, il n'est pas content. Il le dit, il le fait savoir, quoi. Bon, en effet. Le Barça. Yamal Festival. Alors, le Barça n'a pas gagné à Bruges. Edgar, il y a eu 3-3. C'était un peu le super match. Ouais, en termes de rebondissement, de gestes techniques, de buts et tout. On peut quand même dire que Yamal a fait un match assez dingue ce soir, même si le Barça n'a pas gagné. Oui, alors il marque un but vraiment, on le compare un petit peu à Messi sur ce but-là parce qu'il fait un double contact magnifique. Après, petite 1-2 avec Fermin Lopez qui lui met une talonnade et derrière il termine avec un extérieur du pied. Vraiment un très beau but dans les petits espaces. Il est responsable aussi du 3e but du Barça, même s'il est compté en but contre son camp. Mais ce qui est super avec le match de Lamine Yamal, c'est que cette fois-ci, il est vraiment resté présent dans le match, actif dans le jeu
tout le long du match. Il a jamais disparu. Il est vraiment de A à Z sur ce match-là le leader offensif du Barça, et c'est ce qu'on va lui demander de plus en plus forcément avec l'expérience qu'il commence à prendre, avec l'importance qu'il prend. Je pense que c'est, je vais pas dire un match référence, mais en tout cas c'est un match sur lequel il peut s'appuyer pour retrouver plus de régularité et surtout plus de poids dans cette attaque du Barça. Surtout quand Rafinha est pas là, surtout quand Lewandowski ne commence pas les matchs. On attend ça de lui et on n'avait pas toujours eu ça de lui. Et donc je pense que c'est la satisfaction, peut-être la seule satisfaction d'ailleurs pour le Barça ce soir. Après pour le reste, on n'a rien découvert aujourd'hui. On n'a rien découvert des lacunes défensives du Barça aujourd'hui. Il n'y a pas de surprise à voir les occasions qu'ils ont pu encaisser. Et je pense que la raison pour laquelle ils ne gagnent pas ce match, au-delà de leur défense, c'est que ils ont, je pense, des manques sur les absents comme Rafinha, comme Pedri, qui leur empêchent d'être encore meilleurs offensivement, qui surtout les empêchent d'être plus variés en fait dans ce qu'ils tentent devant, parce que Lamine Yamal, c'est très bien, il fait un match énorme, mais toute l'attention est tellement sur lui que forcément il est pris par 2-3 défenseurs, donc ça rend les choses plus compliquées. Je pense qu'avec quelques retours, cette équipe du Barça sera plus performante offensivement. Maintenant, défensivement, il n'y a pas de progression. On stagne toujours côté Barça. Et ça, il va falloir le travailler. Mais ça, c'est pas nouveau. On le dit évidemment toutes les semaines avec cette équipe. C'est quoi l'histoire de Flick, là? Ah, sur les infos qui sont sorties aujourd'hui? Ouais. Alors, ce sont des infos qui ne sont pas sorties dans la presse barcelonaise. Comme quoi, il serait énervé contre qu'il en peut plus de la ses gestion joueurs de Yamal, qui voudraient que ça le partir. fatigue et qu'il pourrait partir. Sincèrement, C'est sorti en Allemagne, non? Non, c'est un journal espagnol. Non, ça a même été démenti par d'autres sources et il n'y a pas eu de presse catalane, on va dire, habituée à sortir des informations sur le Barça qui ont sorti cette info. Il y a quand même, ça ne concerne pas le foot, mais les médias espagnols, qui étaient des médias de référence, c'est-à-dire qui sur le foot, l'analyse foot, les émissions, les mecs, c'est devenu n'importe quoi. Moi, de mon point de vue, ils sortent des infos bidons tous les jours, ils parlent que d'arbitrage tout le temps. Ils sont comme un tas de Marseillais ce soir qui auraient aimé qu'on chiale sur l'arbitrage. Les médias, je ne sais pas ce que tu en penses. Avant de partir en Espagne, je me disais, je suis convaincu. En France, on parle d'arbitrage presque tout le temps. On se dit qu'on a les pires arbitres d'Europe, etc. Je me disais que ça ne pouvait pas être pire qu'en France. Je suis arrivé en Espagne, mais c'est 10 fois pire, c'est 100 fois pire. Je donnerais tout pour avoir l'arbitrage français et surtout les polémiques d'arbitrage qu'on a en France, parce qu'en Espagne, c'est sincèrement insupportable. On parle que de ça tout le temps, que ce soit les médias, et surtout les médias. Franchement, ils sont fautifs, très largement fautifs, parce que les conférences de presse, on parle à peine des adversaires, on parle que d'arbitrage tout le temps, les zones mixtes, tout. C'est toujours pareil. Et pour revenir sur ce que tu disais, Gilbert, à leur décharge, les clubs, et le Real en particulier, font tout pour que ça se passe comme ça. Parce qu'en faisant des montages sur Real Madrid TV qui tourne en boucle une semaine avant en disant prochain arbitre c'est lui, regardez tout ce qu'il a sifflé contre nous depuis 6 mois. Ça, pardon, bien sûr, il y a un climat qui est complètement néfaste. Et après, ça me fait toujours rire parce qu'il y a toujours quelqu'un pour dire, un coach pour dire, oui, non, les arbitres, ils ont un métier difficile, il faut les respecter. Évidemment, mais le match d'après, il va aller critiquer l'arbitrage. Donc en fait, il y a vraiment un climat qui est néfaste. Et pour revenir sur ce que tu disais sur les médias qui envoyaient des saucisses, comme on dit, sur des fausses infos sur tel club ou tel club, il y a aussi un problème de les médias madrilènes sortent des fausses infos sur le Barça et vice-versa, et c'est un vrai problème. Et aussi, je pense que la presse internationale, on a notre responsabilité de ne pas toujours reprendre quand ce ne sont pas des sources. Une source peut être fiable par rapport à un club et ne pas l'être par rapport à l'autre, et ça, je pense que toute la presse internationale doit s'en rendre compte et se dire, bon, ce média madrilène qui sort une info sur le Barça, faut pas forcément la reprendre. Ce média barcelonais qui sort une info sur le Real, faut pas forcément la reprendre. Bon, voilà donc pour Flick. T'as vu Bruges là? Parce qu'on parlait tout à l'heure du calendrier de l'OM. L'OM va aller à Bruges bientôt. À domicile, ils ont mis 4-1 à Monaco. Ils ne perdent pas contre le Barça. Donc toi, tu dis quoi aux Marseillais? Méfiez-vous, parce que franchement ils ont une capacité de projection qu'on a vu ce soir sincèrement impressionnante, et surtout c'était une équipe qui n'a pas peur de marquer en fait, qui n'avait pas peur de marquer. Des fois, par exemple l'Union Saint-Gilloise hier face à l'Atlético, ils font une très bonne première période, mais quand ils arrivent devant les cages, tu sens que il se passe quelque chose dans la tête de l'attaquant qui se dit on va peut-être y arriver, et donc il y a cette demi-seconde d'hésitation qui fait que tu marques pas. Là à Bruges, c'était efficace, c'était tranchant. Forbes fait un match absolument dingue avec un
doublé et une passe D, et il a fait vraiment la misère notamment à Baldé sur la majorité du match. Non, c'est une équipe vraiment, il faut se méfier de cette équipe. Parlons un peu des clubs allemands, mon cher Polo. Leverkusen gagne à Benfica. Alors Mourinho, c'est quand même 0 point. Benfica, c'est la catastrophe industrielle de la Ligue des Champions avec l'Ajax. Tu veux dire qu'il faudrait qu'il sente que c'est la fin ? Ah, peut-être, je sais pas. Polo va nous dire ce qu'il a vu ce soir, Polo. Écoute, c'était extraordinaire cette rencontre parce que on aime bien voir deux équipes qui sont en forme s'affronter, et évidemment, et Benfica et Leverkusen étaient un peu dans le trou, et tu as deux équipes qui doutent, et pendant 90 minutes, on a vu deux équipes qui doutaient complètement. Benfica, évidemment, à domicile avec son public, il faudra parler du public 10 secondes, a poussé évidemment, a touché 2 fois la barre dans la première demi-heure, et puis Leverkusen avec une équipe très très jeune, parce qu'il y a des blessés dans tous les sens, il y a trois joueurs que je pense qu'ils vont faire une très belle carrière, qui avaient 19 ans, qui étaient sur le terrain au départ de la rencontre, et ils jouaient en contre, et tu sentais que dans les 20 derniers minutes, ça pas quoi faire, parce que justement dans le football il n'y a pas pire que le doute, il faut absolument être en confiance. Et finalement on a fait rentrer l'ancien à l'heure de jeu, Patrick Schick, qui marque un but complètement lunaire sur l'une de ses premières occasions. C'est 3 points génialissimes pour les Leverkusen qui se relance pour la qualification. Le public d'ailleurs partait à la 75e minute, commençait à partir à la 75e minute, et première victoire en Ligue des Champions de Kasper Hjulmand, première victoire de Leverkusen avec je sais pas moi, le jeune Maza algérien que j'avais vu en 2e division, Hertha Berlin, a fait une rencontre extraordinaire alors qu'il joue pas à son poste, parce que on bouche les trous en ce moment. C'était vraiment intéressant, pas dans le jeu, parce qu'encore une fois, c'est deux équipes qui doutent, mais sur le suspense qu'il y a eu pendant cette rencontre. Leverkusen s'est relancé pour la qualif, et ça fait du bien. D'ailleurs, c'est ce que je voudrais dire, parce qu'on est à la mi-temps évidemment des 8 journées de Ligue des Champions, et je craignais un 0/4 et une sortie de route des clubs allemands pendant cette journée, et finalement 2 victoires, 1 nul, 1 défaite. Et tous les clubs sont revenus dans les clous. Oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais après, donc à mi-chemin, on n'a que 3 clubs qui ont on a 3 clubs qui ont 4 victoires en 4 matchs. C'est le Bayern qui est premier, Arsenal et l'Inter, dont on va parler. Voilà, c'est ces 3-là. Et puis, il n'y en a que 2 qui ont 0 points. Je l'ai dit, c'est Benfica et l'Ajax. Benfica qui est quand même derrière le Kairat Almaty ou Paphos. Hein. Donc, voilà, pour Mourinho. Paphos qui a plus de points que l'OM, d'ailleurs. Le club chypriote de David Luiz. Je fais bien de le préciser pendant que ça continue à chialer sur l'arbitrage. Peut-être on a le droit de se demander pourquoi pas fausser devant. Et Dortmund, Polo. Alors, c'est passionnant ce match-là, parce que le 4-1 est peut-être un petit peu sévère, même s'il y a 3-0 de Manchester City. Ce qui est intéressant dans cette rencontre, c'est qu'on l'a vu ces dernières années, cette rencontre, on l'a vu. Moi, je ne vais pas parler de la classe de Foden, parce que ce qu'il fait, c'est génialissime. En fait, Manchester City a montré la différence de classe qu'il y a entre l'effectif de City et celui du Borussia Dortmund. C'est-à-dire que Niko Kovac fait un boulot extraordinaire, mais il n'arrive pas à aller chercher des points ou à gagner contre des équipes, contre le Bayern, contre Manchester City, contre le Real, contre les grosses cylindrées de Première Ligue. Et ça, Niko Kovac peut faire tout ce qu'il veut. C'est un problème, j'ai envie de dire, pour employer un slogan marxiste, c'est un problème de lutte de classe. Et on est à la limite, en fait, de ce que fait le Borussia Dortmund en ce moment, qui est encore une fois dans la structure, dans la défense, a essayé de faire tout ce qu'il pouvait, et ils ont tenu pendant un moment, mais à partir du moment où Manchester City appuie sur la pédale, c'est fini. Et évidemment, Haaland a marqué, ils ont explosé entre la 20e et la 30e minute. Est-ce que tu as l'impression de revoir un bon City, parce que depuis un an, c'est un peu la question qu'on se pose autour de cette équipe. Moi, j'ai trouvé éblouissait un peu. Oui, moi j'ai trouvé que c'était vraiment encore une fois la classe qu'il y a sur le terrain, c'est assez impressionnant. T'as un Haaland qui fait un petit peu ce qu'il veut, il suffit de lui donner le ballon et ça fait gamelle. Foden, je l'avais pas vu à ce niveau-là, on faudrait peut-être plus en parler avec Julien, de savoir où on doit le positionner sur le terrain. Quand tu vois qu'il faut rentrer Cherki et qu'il te met un superbe but aussi pour le 4-1 dans les arrêts de jeu, City, j'ai pas envie de... Alors, moi le style de jeu, je sais pas si c'est la façon de filmer, j'ai pas envie de dire que je trouve la même qualité technique de Manchester City que j'ai pu voir entre le PSG et le Bayern, mais ils jouent pas de la même façon. Mais en tout cas, évidemment, City est un gros concurrent. Bon, donc finalement, ton bilan de la semaine, il est pas mal. Hein,
Ouais, mais je te dis, alors. c'est une belle surprise en fait, parce que le point miraculeux pris par Francfort, évidemment à Naples, est bonifié. La même chose pour Leverkusen. Moi, je m'attendais pas spécialement à la victoire du Bayern à Paris, et donc tout ça fait. Et puis celle-là, cette défaite de Dortmund, elle est logique. Mais ce qui est en fait, ce qui est bien, c'est que Niko Kovac fait du super boulot. Il arrive à mettre Dortmund là où ils doivent être. Et le problème, c'est pas une question de Niko Kovac, c'est dans les bureaux. Quand est-ce que vous arrêtez d'avoir des oursins dans les poches? Voilà, balancer le Non, mais dos. au bout d'un moment, faut être sérieux, quoi. Dire, Daniel en parle très bien. Il dit à un moment, le football, c'est la classe. Quand t'as pas un joueur de classe dans ton équipe et qu'en face, t'as que de ça, tu peux faire des équipes, la plus belle équipe qui se bat, etc., tout ce que tu veux, qui court 120, 125 km, qui arrive de faire circuler la balle comme il faut, etc. En face, t'as de la classe. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Polo, merci beaucoup. Merci. Et bonne soirée. On n'a pas de drôle de dame turque. Signal. Mais Osimhen ce soir a mis un triplé à l'Ajax. 3-0 pour Galatasaray. Osimhen est en forme et il y a un barrage c'est quand même pour la un Coupe du Monde sacré bientôt. attaquant, Nigeria-Gabon. Ah ouais, il a mis des buts, but de la tête superbe notamment. Donc bravo. Bravo Osimhen. D'ailleurs, on a vu également un but extraordinaire de la tête d'un joueur de Newcastle face à Bilbao. D'ailleurs, Ah oui. Galatasaray, il faut faire attention parce qu'on a trop tendance à dire que Monaco va prendre les 3 points contre cette équipe. Faut faire gaffe, elle a quand même beaucoup de joueurs de talent. Des fois, ils passent au travers. C'est des mecs parfois un peu vieillissants, qui sont plus sur la fin que le début. Mais c'est quand même des mecs qui peuvent te gagner des matchs, quoi. Donc Edgar. Oui, c'est l'ouverture du score de Dan Burn, c'est un coup franc, il est complètement laissé seul au deuxième poteau et il met une tête, vraiment, il renvoie le ballon à l'opposé, magnifique, quasiment poteau rentrant, absolument rien à faire, assez lointaine. Hein. Tête brossée, je savais pas que c'était possible. Exactement, non, vraiment un super but. Là, c'est pas une tête facile, c'est pas une tête à 2 mètres, c'est vraiment une tête sublime et c'est ça qui débloque le match pour Newcastle. Et sur ce match-là, bon, la première période, ils ont eu un petit peu de mal face à Athletic Club qui mettait beaucoup de pression, beaucoup d'intensité dans les duels. On voyait qu'ils avaient vraiment envie de montrer qu'ils prenaient cette compétition au sérieux parce qu'il y a quand même eu des déclarations surprenantes de leur côté. Valverde qui dit non, moi la Ligue des Champions c'est pas notre compétition, ça nous prend de l'énergie pour le week-end. Bon, super, va motiver tes joueurs après pour les matchs derrière. Ils ont montré qu'ils étaient quand même motivés et voilà, maintenant comme depuis le début de saison, ils craquent physiquement. J'ai l'impression qu'il y a quand même un problème physique avec cette équipe et Newcastle derrière sur la deuxième période et au-dessus, domine, se fait pas peur, marque le deuxième but assez rapidement en deuxième période, donc il n'y a pas eu de suspense et même si c'était pas un grand Newcastle, ils étaient au-dessus ce soir et finalement il y avait quand même de la marge par rapport à l'adversaire qui avait quasiment aucun attaquant sur la feuille de match. Là, Bilbao, ils avaient quasiment personne sur la feuille de match, donc c'était très très compliqué de faire un résultat ce soir. Bon, la honte du foot espagnol, c'est quand même Villarreal qui fait un très bon début de saison. Fallait que ça tombe sur quelqu'un. Et qui a perdu à Paphos, c'est assez surprenant. Mais c'est la première victoire du club chypriote dans leur histoire. Et en fait, ils ont raté, sur les 10 premières minutes, ils ont 2 énormes occasions avec Miko Tadze qui rate, malheureusement pour lui, vraiment un but. Il a plus qu'à terminer à 2 mètres du but. Alors c'est une sorte de demi-volée, mais il a tout le temps du monde et il rate complètement la balle. Et après, Pape Gueye qui rate un contre 1 derrière. Et en fait, à cause de ça, ils se sont mis eux-mêmes un petit peu dans le pétrin. Derrière, Paphos défend très bien tout le match. Ils font pas d'erreur. Il y a peu d'occasions quand même pour Villarreal. Même s'ils ont passé tout le match à pousser, ils mettaient pas vraiment l'intensité nécessaire. Il n'y avait pas assez de mouvement, pas assez d'envie dans tout ce qu'ils ont fait. Et Paphos, sur un corner, marque au retour des vestiaires. Et derrière, Villarreal n'y arrive pas. Ils se sont vraiment compliqué la tâche tout seuls. Et sincèrement, c'est décevant de leur part parce qu'ils marchent sur l'eau quasiment en Liga. Ils sont vraiment convaincants. Ils avaient encore gagné 4-0 ce week-end. Et là, elle était pas au niveau ce soir. Il y avait surtout pas l'envie. Ils ont peut-être pas assez respecté l'adversaire, je sais pas, ou en tout cas, ils ont pas mis les ingrédients nécessaires pour gagner un match de Ligue des Champions, même face à Paphos. Et bravo à Paphos. Cette expression-là, c'est interdit dans l'after. Mettre les ingrédients. Laquelle? Vraiment, c'est carton. Non, mais maintenant qu'il y a le topo et tout, je me dis qu'on a le droit de parler un peu de cuisine, tout ça. Eh ben non, on n'a pas le droit. Ah, d'accord, il n'y a pas Non, il n'y a pas possible. Bon, Edgar, merci. Rien à rajouter. Le Real hier soir, ça n'a pas trop râlé. Sale semaine pour le foot espagnol, à part l'Atlético. Pas de bons résultats.
Bah ouais, faut en laisser un peu aux autres de temps en temps. On va se Salut rattraper. Edgar, bonne soirée. Salut messieurs. Daniel, raconte-nous comment l'Inter a galéré pour battre le Kairat Almaty. Quand Almaty a égalisé, tu vois, il a la tête des joueurs, la tête du banc et tout. Tu disais, mais en fait, là, c'est. Ils étaient un peu en panique quand même. Ils disaient, mais comment c'est possible que ça nous arrive? Bon, finalement, ils ont réussi à s'en sortir. Oui, ils s'en sont sortis, mais je voudrais ajouter, c'est le minimum qu'ils pouvaient faire. Parce qu'ils auraient dû gagner 3-4-0 à la mi-temps. Ils ont eu les occasions les premières minutes, mais c'est un de ces matchs où l'Inter n'allait pas arriver à mettre les buts qu'elle voulait au début. Il y avait une formation à la base un peu expérimentale de Kivu. Il a fait reposer certains joueurs. Il a joué avec un milieu terrain que, au moins, on a vu que ça ne marche pas. C'est-à-dire Barella comme meneur de jeu, Fratesi, Zielinski, un milieu qui n'avait pas de contrôle. Pas d'intensité, pas d'efficacité, parce que c'est trois joueurs très, très différents. Et à l'attaque, il y avait Lautaro Martinez, que Kivu, il a fait jouer les premières 45 minutes parce qu'il voulait lui faire marquer un but, parce qu'il le voyait nerveux. Dans la semaine, il a même laissé une interview où il a dit j'ai dit à Lautaro que tout le monde sait tellement qu'il est important pour l'Inter, tout ce qu'il a fait pour l'Inter, mais il faut qu'il sourie plus. C'est-à-dire qu'il soit plus souriant. Donc c'est pour dire voilà, et on a vu une équipe Lautaro il l'a sorti, il faisait clairement la gueule sur le banc, on le voyait. Bon. Oui, mais il fait un peu la gueule tout le temps. Hein. Il a sorti parce que justement il a marqué, donc voilà, c'est-à-dire voilà, là t'es tranquille. Il pensait pas que Kairat allait égaliser. Donc voilà, il pensait que c'était mission accomplie. Mais Kairat, il faut aussi faire les félicitations à une équipe qui est restée dans les jeux, qui a tout essayé. Et elle est arrivée à égaliser. Après, ils sont contents, mais il n'y a pas un très bon humeur. Kivu, il a dit il faut que c'est ma faute que je n'ai pas passé la bonne attitude à l'équipe. Et j'ajoute aussi, les buts de Carlos Augusto, très jolis, mais l'Inter, elle marque trop avec les frappes d'en dehors de la surface. Ça montre quand même une difficulté, même contre les équipes comme Kairat, à rentrer dans la surface avec la balle par terre. Ils font que des centres, et ça manque de créativité. Et moi, je suis un peu dur avec l'Inter, j'étais un peu dur hier avec la Juventus, mais quand les équipes italiennes, elles baissent les rythmes, même Kairat, elle peut les mettre en difficulté. Bon, bah, ça veut dire que les Espagnols, ça va pas fort. Les Italiens, ça va pas fort. Bon, après, l'Inter... Les Français, ça va pas fort. Les Français, ça va pas fort. Ouais, elle a gagné les premières 4 matchs, mais elle a gagné contre Ajax, Slavia Praga et Union Saint-Gilloise et Kairat. Là, il doit jouer contre Atlético Madrid, Liverpool, Arsenal, Dortmund. Donc voilà. Mais là, ils sont déjà qualifiés de toute façon, là. 12 points, mais... Bah, t'es déjà qualifié, là, c'est bon. Bah, il faut en faire au moins, oui, qualifié. 12, c'est qualifié, oui. C'est bon. L'Inter, ils sont qualifiés. Ouais, mais il pense de devoir être dans les premières 8. Inter, moi, je pense d'accord. Mais... Les finalistes de la saison dernière, il faut qu'au moins ils arrivent dans les premières 8. Mais là, il y a Atlético, Liverpool, Arsenal, Dortmund. Merci, Daniele. Merci à vous, bonne soirée. Ciao. Et bonne soirée. Daniel, il nous reste 5 petites minutes pour les infos du jour, notamment les infos blessures concernant le PSG. Alors, le PSG Hakimi, parce que toute la journée, ça nous a animés autour de c'est rassurant ou c'est pas rassurant. Donc, entorse sévère de la cheville. Et selon où on se plaçait sur le curseur du c'est rassurant. Moi, j'estimais, au vu des impressions d'hier, de ses larmes et de la façon dont il s'est senti en sortant, que... limite, s'il revenait fin décembre, c'était déjà une bonne nouvelle. Et je continue de le penser parce que quand on voit l'image, moi, à un moment, j'ai même cru fracture. Donc, 6 à 8 semaines, ligament touché, pas d'opération, entorse, bref, le résultat qui est sorti, que très rapidement, on a annoncé, et RMC et moi sur Twitter aujourd'hui. Moi, j'y vois quelque chose de rassurant. Peut-être qu'il va rater un match avec... Après, tu sais, tout dépend de... Tout le monde ne récupère pas de la même façon. Quand on dit 6 à 8 semaines, peut-être qu'au bout de 6 semaines, il aura récupéré. Peut-être qu'au bout de 8, il n'aura pas récupéré, malheureusement. Maintenant, s'il rate un match ou 2 matchs avec la CAN,
Je crois que le Maroc n'a pas envie de s'arrêter vite dans cette Je compétition. pense que même s'il rate la phase de poule, normalement le Maroc va se qualifier. Voilà, le problème, c'est qu'on est obligé de relativiser Phase et finale, de dire que c'est un mois de c'est à Ramadan. partir du 5 janvier, si j'ai bonne mémoire, du 4 janvier. Là, on sera à 2 mois, pile. Mm. S'ils récupèrent bien, je pense qu'ils vont faire des soins. Je pense qu'il va aller à Spétard. Je pense que, bon, voilà. Hier, on n'était pas dans un drame total. Il y avait une soirée d'Halloween qui avait été décalée hier au PSG. Donc, elle était hier soir après le match. Tout le monde y était. Lui y était. Évidemment, il n'a pas fait la fête, bien sûr, mais il était déjà un petit peu moins catastrophé. Ce matin, il y a eu les examens. Voilà, c'est la vie, il l'a dit lui-même. Il faut qu'il bosse absolument et très vite pour pouvoir revenir, parce que la CAN, c'est l'objectif de sa saison. Et on sait tous à quel point c'est important pour le Maroc. Voilà, s'il rate 2 mois, il revient pour ce qui normalement doit être le plus important de la CAN. Donc Alors oui, ça, moi, c'est Hakimi. je continue de dire que c'est quelque part rassurant, quoi. Maintenant, il y a Dembélé. Ouais, bah pour le reste, c'est la cata, quoi. Mollet gauche. Alors le mollet, vous savez que c'est le truc C'est le plus long à cata, c'est cicatriser. cata. Parce que même quand tu n'as C'est plus mal, cata. tu crois que tu es guéri, tu n'es pas guéri. Absolument. Donc, on parle de plusieurs semaines également pour Dembélé d'absence, donc pas d'équipe de France. Va-t-on le revoir d'ici la trêve? En fait, c'est pas sûr, hein, on verra. Mais je crois que c'est mieux qu'on revoie plus personne, en fait. De toute façon, c'était ce qu'on attendait. Et puis non, il y a un la truc qu'on saison n'avait l'année pas. dernière. C'est que Nuno Mendes entorse du genou. Ouais, bah, Là aussi, on attend plusieurs semaines tout d'absence. ce qu'on redoutait à cause de ce mondial des clubs, de la non-préparation et de l'usure des 6 mois où le Paris a joué avec 13 joueurs, tout explose d'un coup aujourd'hui. Mais c'est le scénario noir qui avait quand même été pas mal annoncé, hein. Bon, voilà pour cette page À un moment, on a même médicale. cru en août, là, quand les mecs sont revenus et sans avoir de vacances, ils jouaient et ils étaient bons. Même, tu sais, le premier match de Ligue des Champions, de ça. À un moment, on était là, on disait, mais c'est pas possible, quoi. C'est des surhommes, quoi. On a l'impression d'avoir des machines. Mais c'est incroyable d'enchaîner comme ça. Malheureusement, ce ne sont pas des surhommes, ce ne sont pas des machines.